C'est un acte qui pourrait être significatif s'il initiait une tendance. En effet, la Norvège, l'Espagne et l'Irlande ont annoncé hier qu'ils allaient reconnaître l'État de Palestine. C'est la Norvège qui a annoncé en premier qu'elle s'apprêtait à reconnaître l'existence d'un État palestinien dans le contexte de la guerre en cours dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas. Cette reconnaissance sera effective à compter du 28 mai prochain, a fait savoir le Premier ministre norvégien malgré les mises en garde du gouvernement israélien. Dans la foulée de cette annonce, l'Irlande et l'Espagne ont également officialisé leur reconnaissance de l'État palestinien. Côté israélien, la réponse ne s'est pas fait attendre puisque immédiatement après les conférences de presse des trois premiers ministres concernés, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a non seulement déclaré, je le cite, que la reconnaissance de l'État de Palestine est une récompense pour le terrorisme, mais en outre, le ministère des Affaires étrangères israélien a réagi en rappelant pour consultation ses ambassadeurs en Irlande et en Norvège. Côté français, cette reconnaissance n'est pas un tabou selon le chef de la diplomatie Stéphane Séjourné, mais Paris estime que ce n'est pas le bon moment pour reconnaître l'existence d'un État palestinien. Enfin, je vous rappelle que quelle que soit la position des uns et des autres, sans l'aval du Conseil de sécurité, l'ONU ne peut pas reconnaître la Palestine car pour l'instant, les États-Unis s'y opposent. En effet, la Maison-Blanche est restée fidèle à sa position selon laquelle un État palestinien devrait être réalisé par le biais de négociations. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Rishi Sunak a confirmé hier que des élections générales auraient lieu le 4 juillet prochain, affirmant qu'il avait demandé au roi la dissolution du Parlement. Jusqu'à présent, le Premier ministre conservateur préférait évoquer des élections au second semestre, mais après 14 ans de pouvoir conservateur marqué par le référendum du Brexit, puis la succession de 5 premiers ministres en 8 ans, les Britanniques semblent décidés à tourner la page et à envoyer à Downing Street le travailliste Keir Starmer. Le Premier ministre britannique a tenu à rappeler que le Royaume-Uni avait franchi 2 étapes majeures après une période de sacrifice collectif, affirmant que l'économie croissait plus vite que prévu et que l'inflation était revenue à la normale. Rappelons en effet que l'indice de la hausse des prix britanniques a marqué un net ralentissement en avril, tombant à 2,3% sur un an contre 3,2% au mois de mars. Ces chiffres, bien qu'évoluant à des plus bas de juillet 2021, restent plus élevé qu'anticipé puisque le consensus avait modélisé une hausse de 2,1%. Selon le rapport publié hier par l'Office national des statistiques, la hausse des prix dans les services a été beaucoup plus élevée que prévu, bien qu'elle soit revenue à 5,9% contre 6% en mars. Les économistes anticipaient, eux, une hausse plus modérée à 5,5%. Quant à l'inflation core, c'est-à-dire délestée de ses composantes les plus volatiles, elle a augmenté de 3,9% contre 4,2% en mars. L'enquête Reuters prévoyait un gain de seulement 3,6%. Hier, le géant américain Nvidia a dévoilé ses comptes trimestriels. Et inutile de vous préciser que cette publication était très attendue, fébrilement attendue par la communauté financière, puisque selon les analystes financiers, les taux de croissance des ventes et des marges jusqu'alors exceptionnels devraient ralentir, principalement en raison des comparaisons plus difficiles avec l'année dernière. Mais les puces de Nvidia continuent et vont continuer d'alimenter l'essor de l'intelligence artificielle. Au cours du dernier trimestre, le chiffre d'affaires a plus que triplé par rapport à l'année précédente pour atteindre 26 milliards de dollars et le bénéfice net a lui été multiplié par plus de 7 pour atteindre 14,88 milliards de dollars. Ces deux chiffres constituent des records trimestriels pour Nvidia et dépassent, vous vous en doutez, les attentes des analystes. Quant au T2 de l'exercice en cours, Nvidia prévoit un chiffre d'affaires de 28 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, plus ou moins 2%. Quant au consensus des analystes, il table lui sur un chiffre d'affaires de 26,66 milliards de dollars. Je vous rappelle que les ventes du géant américain ont fortement augmenté l'exercice précédent alors que l'engouement pour le ChatGPT d'OpenAI était en plein essor. Précisons enfin que le titre du groupe a bondi de près de 6% pour atteindre 1005 $ dans les échanges d'après-bourse. Les actions portées également par l'annonce d'un fractionnement d'actions.
Toujours au chapitre de l'industrie des puces électroniques, la Corée du Sud a annoncé ce matin par l'intermédiaire de son président Yoon Suk-yeol le lancement d'un programme massif de soutien à son industrie des semi-conducteurs. Le paquet de soutien annoncé comprend un nouveau programme de soutien financier aux semi-conducteurs d'une valeur de 11,5 milliards d'euros géré par la Banque coréenne de développement, et ce afin de permettre aux entreprises de réaliser de nouveaux investissements comme une extension de leurs usines ou des lignes de production. Le plan prévoit également la création d'un fonds pour l'écosystème des semi-conducteurs qui soutiendra les sociétés qui conçoivent leurs produits mais sous-traitent leur fabrication et les petites et moyennes entreprises liées à l'industrie. Je vous rappelle que le secteur des semi-conducteurs est le principal poste d'exportation de la Corée du Sud. En mars dernier, elles ont atteint leur niveau le plus élevé depuis près de 2 ans, soit 1/5 des exportations totales de la Corée du Sud. Ce secteur est donc devenu hautement stratégique pour le pays, tout comme pour de nombreux autres pays, dont les États-Unis et la Chine, qui se sont engagés, vous le savez, dans une guerre froide technologique pour le contrôle du marché. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur la planète financière et en Europe. Avant la publication des minutes de la dernière réunion du FOMC et des résultats trimestriels de Nvidia, les investisseurs ont préféré jouer la carte de la prudence, sentiment d'autant plus nourri par les chiffres de l'inflation en Grande-Bretagne qui sont ressortis plus élevés que les modélisations des économistes de la Bank of England et qui éloignent donc la possibilité d'une baisse des taux de la Banque d'Angleterre. À Paris, le CAC 40 a reculé de 0,61% à 8092 points, tandis que le FTSE cédait lui 0,55% à 8370 points et que le DAX abandonnait lui 0,24% à 18 682 points. Aux États-Unis, les indices boursiers ont clôturé dans le rouge, les investisseurs ayant eu connaissance des minutes de la dernière réunion du FOMC qui ont montré que les participants ont observé que même si l'inflation s'est atténuée au cours de l'année passée, il y a eu un manque de progrès au cours des derniers mois vers l'objectif calculé à 2%. Le Dow Jones a ainsi reculé de 0,51% à 39 671 points. Le S&P 500 a cédé 0,27% à beaucoup de points. Alors attendez, laissez-moi un instant. À 5307 points. Quant au Nasdaq Composite, il a lui reculé de 0,18% à 16 801 points. Sur le marché des taux souverains, et vous vous en doutez certainement, les rendements ont clôturé en hausse hier après les données sur l'inflation au UK. Une hausse relative pour les taux de référence de la zone euro, puisque le rendement du Bund à 10 ans a gagné 3 points de base à 2,536%, alors que celui du Bund à 2 ans a lui pris 3,5 points de base à 3,011%. En Europe, c'est évidemment le gilt qui a le plus fortement réagi à la hausse plus élevée qu'anticipée du CPI britannique. Le rendement des obligations d'État britanniques à 10 ans a en effet clôturé sur un gain de près de 10 points de base à 4,233%. Les prix du pétrole ont signé hier une 3e séance consécutive de baisse, malgré le sursaut de la demande d'essence aux États-Unis. Les opérateurs toujours dubitatifs quant à la trajectoire de la demande des ménages américains. Pour les analystes, la poursuite de la politique monétaire de la Fed pèse et pèsera sur les marges financières des ménages et des entreprises qui pourraient restreindre leurs dépenses en énergie. Le prix du baril de Brent dans cet environnement pour livraison juillet a cédé 1,18% pour clôturer à 81,90 $. Quant à son équivalent américain, le baril de WTI, dont c'était le premier jour de cotation, le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, a lui reculé de 1,38% à 77,57 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 23 mai 2024 et juste après, comme convenu, nous retrouverons Eric Seban qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Francfort. A tout de suite sur Téléfinance.